Dans ce nouvel épisode de Cohérence, on va parler aujourd'hui du bas du corps, de la raison pour laquelle c'est essentiel de s'entraîner sur le bas du corps et surtout mon top 5 des exercices que je préconise pour la plupart des gens pour se muscler, pour se renforcer au niveau du bas du corps, pour éviter de se blesser, pour prévenir un peu de toutes les petites douleurs qu'on peut avoir. On y va, c'est parti, en piste. Avant toute chose, si vous ne l'avez toujours pas fait, abonnez-vous à cette newsletter que vous recevez tous les mardis où vous allez retrouver 3 contenus exclusifs. Mon article exclusif de la semaine, une réflexion, une séance, l'entraînement, la nutrition, quelque chose que je ne partage uniquement que sur cette newsletter. La deuxième, le synopsis, le teaser de mon prochain épisode de Cohérence que je suis en train de tourner actuellement. Et le troisième, c'est ma recommandation de la semaine. Ça peut être une vidéo, un podcast, un livre, un film. Peu importe ce que j'ai kiffé dans la semaine et que je vous partage. Donc abonnez-vous à cette newsletter, ça sort tous les mardis. Il n'y a pas plus de un mail par semaine. Ça ne viendra pas parasiter votre boîte mail. Moi, je suis un spécialiste des parasites sur mon adresse mail. Je reçois des mails constamment, puis je les archive jamais. Je crois que j'ai 30 000 ou 40 000 mails non lus, mais je vous assure que cette newsletter n'en fera pas partie parce que vous allez avoir véritablement du contenu qui va vous servir, que ce soit dans l'entraînement, dans la récupération ou évidemment dans la nutrition. Pareil, si vous ne l'avez toujours pas fait, merci à tous ceux qui le font, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Le commentaire, le j'aime, le partage, les petites étoiles, tout ce qui aide au référencement. Vous savez, aujourd'hui on est dans un jeu autour de... entre guillemets, je mets les gros guillemets parce que c'est pas mon métier principal, de la création de contenu. Et si on n'a pas des retours de votre part, le contenu n'existe tout simplement pas. Il est complètement noyé, dilué dans le flux, dans le flot d'informations qu'on reçoit tous les jours sur les différentes plateformes, que ce soit les différentes plateformes de podcasts, de vidéos ou de réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Donc si vous n'êtes pas vous aussi actif dans votre écoute, déjà en écoutant puis en partageant et en mettant des petits commentaires, ça n'aide pas au référencement. Donc merci à tous ceux qui le font et je ne peux que vous inviter, vous qui écoutez ou regardez cette vidéo, à le faire également parce que ça nous aide, enfin ça m'aide en l'occurrence parce que je suis tout seul à faire tout ça. Grandement, merci beaucoup. Allez, on démarre avec l'épisode du jour. 5 exercices qui me semblent être indispensables pour se renforcer, pour se muscler, pour éviter de se blesser sur le bas du corps. Le premier, alors les 5 sont pas forcément pas ordre de priorité, mais ça fait partie en fonction de mes préférences à moi, de ce que je peux faire au quotidien, au moment T, au moment où je fais cette vidéo, on va dire ma préférence du moment. Mais c'est pas un top 5 dans le sens où je vais vous donner le premier exercice, ça serait le premier à faire. C'est plus mon ressenti du moment et le fruit un peu de mon expérience, bien évidemment, de coach depuis 10 ans, qui va étayer les propos qui vont suivre. Mais il n'y a pas de classement 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Vous pouvez prendre les exercices un peu dans l'ordre que vous voulez, même s'il y a des logiques à respecter. C'est pas forcément le premier que je vais vous donner qui va être le meilleur par rapport au dernier. Encore une fois, tout est question de contexte, vous savez, c'est de l'entraînement, c'est de la personnalisation, c'est de l'adaptation, c'est du contextuel, c'est de la prise en compte de plein de paramètres que je ne peux bien évidemment pas prendre en compte à travers une vidéo parce que vous êtes tous différents, mais je vais essayer de justifier et d'argumenter, bien évidemment, chacun des exercices que je vais vous proposer. Donc le premier, ce sont les fentes arrière que vous pouvez réaliser bien évidemment à vide, que vous pouvez réaliser avec une barre dans le dos, avec même une barre devant, avec des kettlebells sur le côté, avec des haltères sur le côté, avec des haltères sur les épaules. Enfin, on peut les faire de 1000 façons en unilatéral avec une seule haltère. De 1000 façons, encore une fois, tout dépendra de votre objectif. Moi, j'adore cet exercice parce que je trouve que c'est l'exercice numéro 1 pour muscler ses fessiers. La fente à ne pas
confondre avec ce qu'on appelle les split squats. C'est un mouvement où on a un déplacement, c'est-à-dire que quand on fait une fente, on fait un pas vers l'avant, on fait un pas vers l'arrière, on fait un pas sur le côté, on peut même faire un pas en croisé. Moi, j'aime particulièrement les fentes arrière parce qu'on va mettre beaucoup de focus sur les fessiers, on va avoir une projection entre guillemets vers l'avant quand on remonte, quand on fait sa fente, on se projette vers l'avant et le muscle fessier est fort sollicité sur cet exercice. C'est bien évidemment un exercice en unilatéral, on va venir travailler sa force sur la jambe gauche indépendamment de celle sur la jambe droite, et ça c'est très intéressant pour travailler sur tout ce qui est déséquilibre musculaire, éviter de se blesser, travail de stabilisation au niveau du bassin. Vous avez les moyens fessiers, tous les muscles synergistes aux muscles principaux qui travaillent, c'est-à-dire les fessiers, les quadriceps et puis aussi les ischios en fonction de votre morphologie, de votre morpho-anatomie, etc., de vos préférences motrices, nerveuses, musculaires, qui vont travailler en collaboration avec justement ce besoin de stabilisation quand vous êtes sur une jambe et que vous avez en plus de ça un effet de mouvement, c'est-à-dire que vous vous déplacez, vous avez besoin de créer beaucoup de stabilité. Vous avez un gros travail de gainage. J'avais fait un réel sur le sujet sur Instagram où j'expliquais en description un petit peu tous les détails de la raison pourquoi moi-même je faisais des fentes toutes les semaines. Et pourquoi je continue malgré le fait que ce soit très difficile. En ce moment, je suis en série de 8 à 90 kg avec la barre dans le dos. Je peux vous assurer que quand j'arrive sur ma série de fentes chaque semaine, là, j'ai pas du tout envie parce que l'inconvénient des fentes, parce qu'il faut bien qu'il y ait des inconvénients, c'est que c'est dur, premièrement, c'est extrêmement difficile, surtout si vous chargez, surtout si vous faites des séries longues, c'est ultra énergivore et en plus vous avez une double charge de travail, c'est-à-dire que quand vous le faites sur la jambe gauche, vous n'avez pas fini, il faut le faire sur la jambe droite, contrairement à une série de squats où là c'est les deux jambes qui travaillent en même temps et où la série, entre guillemets, se suffit pour stimuler les deux jambes. Donc c'est un peu l'inconvénient des fentes, mais ça reste un exercice redoutable que j'affectionne particulièrement pour toutes ces raisons. Pourquoi les fentes arrière ? Moi, pendant longtemps, j'ai eu des contraintes sur le genou vers l'avant. Quand je mettais en place des squats ou que j'avais justement des fentes avant de manière trop fréquente, j'avais une tension qui s'accumulait au niveau de mon tendon, là au niveau de la rotule, parce qu'en fait quand on fait une fente avant, on est plus dans ce mouvement de freinage vers l'avant, on a beaucoup plus de contraintes qui s'effectuent au niveau des quadriceps et au niveau de l'avant du genou. Ça ressemble un petit peu à ce que j'expliquais à une élève là, à la descente. Elle voulait s'entraîner, elle s'entraîne pour faire un GR bientôt, et je lui ai expliqué que les fentes avant ça pourrait être plus judicieux à faire dans ton entraînement, parce que quand on fait une fente avant, on va avoir véritablement un pas vers l'avant et on va devoir freiner le mouvement en descendant, en mettant beaucoup de focus et beaucoup de contraintes sur la face antérieure de son corps, donc sur les quadriceps et aussi sur la tâche du coup tendineuse, qui vont s'adapter au fur et à mesure du temps. Alors moi j'en faisais moins parce que j'avais moins le temps de faire tous les exercices correctifs d'ajustement qui m'auraient permis justement d'avoir moins mal, et donc je préfère faire les fentes arrière, puis je suis beaucoup plus fort dans les fentes arrière, beaucoup plus à l'aise, donc c'est pour ça que je préfère, mais complètement propre à ma personne. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien, encore une fois, tout dépend d'un contexte, tout dépend d'un environnement, tout dépend de vous, de vos préférences, etc., etc. De toute manière, si vous progressez, que ce soit sur les fentes arrière ou les fentes avant, vos cuisses vont se développer, vos fessiers vont se développer, et vous aurez toute la force nécessaire dont vous avez besoin. Deuxième exercice que je préconise et que j'utilise moi-même dans mes entraînements, savoir que tout ce que je vous conseille, c'est des choses que je fais moi, je conseille rien que j'ai jamais fait aux gens, c'est des choses que j'ai fait moi, que j'ai essayé sur moi, que j'ai essayé et que je fais faire aux gens la plupart du temps. C'est le soulevé de terre à la trap bar. Donc le soulevé de terre à la trap bar, c'est la barre hexagonale dans laquelle on rentre avec les deux poignets sur le côté ici. Pourquoi cet exercice par rapport éventuellement à la barre droite? Je trouve que pour la plupart des gens, par rapport à l'environnement, encore une fois, au contexte, à notre vie actuelle ultra sédentaire,
c'est de plus en plus dur d'avoir des gens qui se positionnent correctement sur un soulevé de terre à la barre droite, qui va demander quand même beaucoup plus d'exigence au niveau du placement, au niveau de la position, parce qu'on a la barre en avant du corps, contrairement à la trap bar où on est à l'intérieur de la barre et du coup le centre de gravité se déplace un petit peu et c'est beaucoup plus naturel de descendre pour choper la trap bar. Moi qui suis coach, je passe 4 fois moins de temps à corriger quelqu'un sur la trap bar versus corriger quelqu'un sur le soulevé de terre classique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de soulevé de terre classique, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre sa posture sur ce mouvement-là. C'est super important, ça va permettre de travailler beaucoup plus l'emphase au niveau des érecteurs du rachis, c'est-à-dire les muscles au niveau du dos, la posture, etc., etc. Mettre beaucoup plus l'emphase sur la chaîne postérieure, et encore que on pourrait le faire aussi avec la trap bar, mais ça demande plus d'exigence, et c'est vrai que quand on a l'habitude de rester comme ça toute la journée devant son ordinateur, les gens ont beaucoup de mal à se redresser, à se fixer, etc. Donc moi j'aime beaucoup la trap bar, même pour moi, et surtout aussi parce que c'est un mouvement hybride, c'est un mouvement entre le soulevé de terre et le squat. J'ai à la fois une flexion au niveau des jambes, plus ce qu'on appelle un mouvement de hinge, un mouvement de charnière au niveau des hanches. C'est un mouvement sur lequel on peut charger, donc généralement moi j'excède pas 6 à 8 répétitions, je referai un autre épisode sur le sujet, sur le nombre de répétitions, sur ces exercices-là. Comment établir véritablement un entraînement, une séance, un plan d'entraînement sur le bas du corps. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais c'est surtout un exercice sur lequel on va développer sa force, on va développer ses capacités nerveuses, on va développer ses capacités de gestion de posture, ses capacités à transférer beaucoup d'impact, beaucoup d'intensité, mettre beaucoup véritablement de séquences nerveuses sur ce genre d'exercice, sur chaque répétition, pour être plus fort, plus musclé, avoir une stimulation de masse musculaire en limitant quand même les risques, que ce soit par rapport à un soulevé de terre classique où on est très déporté vers l'avant et où souvent avec la fatigue et avec le manque de technique et en voulant aller trop vite et en voulant mettre de l'élan, on perd un petit peu sa posture. Donc c'est la raison pour laquelle je préconise cet exercice. Donc la trap bar, le soulevé de terre à 3 barres. Troisième exercice que je préconise, le goblet squat. Donc le goblet squat, c'est quand vous avez une kettle ou une haltère ici positionnée devant vous et où vous faites un squat. Pourquoi cet exercice plutôt que le squat à la barre droite ou le squat en barre avant ou en front squat qu'on appelle aussi? Tout simplement, encore une fois, par rapport à des problématiques de mobilité. Les gens n'ont pas forcément le temps de travailler leur mobilité, ne l'ont plus spécialement. Descendre en squat, c'est de plus en plus dur pour de plus en plus de gens. On manque de mobilité au niveau des chevilles, on manque de mobilité au niveau des hanches, bien évidemment, on manque énormément de mobilité au niveau de la cage thoracique, à force de rester assis, la cage thoracique complètement fermée. Et donc quand on met une barre dans le dos, déjà c'est difficile pour les épaules vers l'avant, de la maintenir. Quand on met une barre devant, c'est hyper difficile de garder les coudes levés et écartés avec une extension thoracique. Donc on se fait complètement écraser par la barre, on n'arrive pas à descendre, ça tire de partout, c'est pas grave. Alors que quand on fait un goblet squat, c'est beaucoup plus simple, on a la charge devant nous, effectivement on mettra beaucoup moins lourd que sur un bas squat ou un front squat, mais c'est une porte d'entrée vers un travail de mobilité, un travail de renforcement des quadriceps sur le pattern de mouvement de squat, c'est-à-dire qu'on a véritablement un mouvement de squat, c'est-à-dire une flexion complète de hanche, une flexion complète de genou, une flexion complète de cheville avec une buste, une verticalité que va nous offrir cette position en gobelet au niveau du dos qui va nous empêcher de partir vers l'avant. On va avoir un travail au niveau du gainage qui va être super intéressant, travail de mobilité. On peut monter sur un nombre de répétitions assez conséquent, vous allez voir que votre cardio il va monter dans la stratosphère, on va avoir une grosse stimulation au niveau des quadriceps avec la charge portée vers l'avant, encore une fois ça déplace un peu le centre de gravité, c'est un super exercice, moi je le fais faire à chacun de mes coachings quand le mouvement du squat n'est pas naturel ou qu'on n'a pas spécialement la bonne morphologie, même pour moi je l'ai réintégré un petit peu et franchement quand vous avez, alors vous pouvez vous dire ouais effectivement c'est pas grand chose d'avoir une haltère ou une kettle de 20 kg parce que ça correspond plus ou moins à une barre à vide. Mais quand vous l'avez vers l'avant et que vous commencez à faire 10, 12, 15, 20 répétitions, je peux vous assurer que ça
ça tape pas mal. Et encore une fois, c'est une porte d'entrée pour travailler sa mobilité, pour aller ensuite vers potentiellement un front squat, aller ensuite potentiellement sur un back squat et mettre des charges plus conséquentes et avoir les tissus, avoir la mobilité qui est préparée à ce genre d'exercice beaucoup plus exigeant, beaucoup plus demandeur en termes de mobilité, de force, de gestion d'équilibre, etc., etc., de proprioception qui vont être forcément comment dire, nourris par l'intensité que vous allez mettre justement par la charge mécanique sur ces exercices-là. Quatrième exercice que je vous préconise et que je fais moi sur l'entraînement sur le bas du corps, c'est tout ce qui va être leg curl, et notamment si j'en avais qu'un à choisir, ça serait le leg curl en position assise. Donc le leg curl, c'est quand vous avez une résistance au niveau de votre mollet, ici au niveau de la cheville, et que vous ramenez contre résistance le talon vers la fesse. Donc on sollicite énormément ce qu'on appelle les ischio-jambiers, donc l'arrière de la cuisse. Et pourquoi le leg curl est intéressant? Parce que souvent on renforce les ischio-jambiers avec tout ce qui va être swing, soulevé de terre, extension de buste, tous les mouvements qu'on appelle de hinge, on va avoir une sollicitation au niveau des hanches. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les ischio-jambiers ont une double fonction. Ils sont extenseurs de la hanche, c'est-à-dire que quand vous vous redressez, vous faites un soulevé de terre, ici vous étirez les ischios, quand vous vous redressez, votre hanche s'étend, se déplie, d'accord? Et donc vous avez les ischios qui rentrent en jeu, mais vos ischios sont aussi fléchisseurs du genou, c'est-à-dire qu'ils vont venir fléchir le genou, ils vont venir ramener, entre guillemets, votre tibia vers votre cuisse, si on le prend dans ce sens-là. Et donc c'est très intéressant et très important de les renforcer dans ces deux fonctions. Et pourquoi particulièrement le leg curl assis? Et bien tout simplement parce qu'on va déjà avoir un pré-étirement au niveau de la hanche. Je vais être un peu technique, mais vous pouvez le faire aussi allongé, c'est-à-dire complètement allongé, et vous avez que le talon qui se ramène vers, donc je suis ici, je suis allongé, et puis hop, je ramène, je ne sais pas si vous voyez à la vidéo, mais je ramène mon talon vers ma fesse. Le problème, entre guillemets, en étant allongé, c'est qu'on n'a pas véritablement d'étirement au niveau de la hanche. Mon corps est dans un angle, il n'y a pas de cassure au niveau de la hanche, je suis dans une continuité au niveau de mon corps, et c'est mon talon que je vais venir ramener au niveau de ma fesse. Bon bah ça c'est intéressant pour travailler la portion au niveau du genou, mais par contre je ne vais pas avoir le muscle qui va être étiré dans toute sa longueur. Alors que quand je suis assis, et ben en fait le fait d'avoir déjà un angle créé, une position à 90 degrés au niveau de ma hanche en étant assis, va déjà pré-étirer un peu mes ischios, d'accord? Comme si j'étais déjà en position entre guillemets de soulevé de terre, contrairement à ma position allongée où là mes ischios sont complètement relâchés. Là je suis assis, donc ils sont déjà pré-étirés sur la partie haute, et en plus de ça je vais les étirer à partir du genou. Donc je vais vraiment potentialiser l'étirement sur toute la longueur musculaire. C'est pour ça que c'est beaucoup plus efficace de travailler ces ischio-jambiers en position assise ou en position où on a déjà un angle et un pré-étirement effectué au niveau de la hanche pour maximiser, potentialiser l'étirement et donc le recrutement musculaire et donc les dégâts musculaires au niveau des ischio-jambiers. Très intéressant de travailler les ischio-jambiers pour la gestion, pareil, des blessures, des potentielles douleurs. Il y a des déséquilibres, effectivement, de la jambe gauche à la jambe droite, des différences de force, mais on a souvent aussi des déséquilibres entre la force qu'on peut exercer sur un muscle, ce qu'on appelle antagoniste, par rapport à son muscle agoniste. Typiquement, je peux être très fort en quadriceps et beaucoup moins fort en ischio, ou inversement, beaucoup plus fort en ischio-jambier et très faible en quadriceps. Donc ça peut potentialiser l'arrivée de certaines blessures liées à ces déséquilibres, donc il faut faire attention à ça. Et donc je vous recommande de renforcer vos ischio-jambiers parce que je vois trop peu de gens qui le font, justement dans ces mouvements de flexion de genoux pour éviter de se blesser, pour ne pas perdre en capacité, pour être capable le plus longtemps possible de faire appel à toutes les fonctions motrices de son corps. Donc si vous n'avez pas de possibilité de le faire en position assise, et encore ça peut se faire assez facilement, vous accrochez un élastique comme moi, vous êtes sur une box, vous mettez votre élastique et vous ramenez. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, vous pouvez le faire allongé sur le dos, pareil avec un élastique
et puis vous ramenez le talon. Vous pouvez le faire allongé sur le dos, puis vous ramenez avec un Swiss ball, le Swiss ball au niveau de vos fesses. Il y a plein de façons de le faire, mais si j'en avais qu'un à faire, ça serait celui à la machine, assis, bien calé, et là je peux forcer comme un bourrin, c'est celui que je fais d'ailleurs toutes les semaines, et là je peux vous dire que vos ischios, vous les sentez bien, vous avez une grosse congestion, le lendemain vous avez des bonnes courbatures, c'est assez efficace. Donc c'est extrêmement intéressant, comme je disais, pour les ischio-jambiers. Cinquième et dernier exercice que je trouve spécialement intéressant, encore une fois, par rapport à mon quotidien, par rapport à ce que je peux voir, et par rapport aussi à mon ressenti propre, hein, c'est-à-dire que moi je suis pas à part, souvent ce que je ressens et les problématiques auxquelles j'ai été confronté, étant donné que je fais partie des 99% de la population qui sont tout à fait normaux et qui ont des problèmes pour s'entraîner régulièrement sans avoir des petites blessures, etc. Ça m'a forcé, c'est pour ça que je suis devenu coach d'ailleurs, ça m'a forcé à me poser énormément de questions, ça m'a forcé énormément à m'interroger sur certains sujets pour savoir comment orienter de la manière la plus judicieuse mon entraînement et mon alimentation. Le cinquième et dernier exercice, c'est tout ce qui va être abduction. Donc abduction, notamment au niveau du bas du corps, c'est quand vous avez une adduction, c'est quand vous ramenez votre membre vers l'intérieur. Une abduction, c'est quand vous l'éloignez du centre de votre corps, donc vous l'envoyez en gros vers l'extérieur. Et moi j'aime beaucoup tout le travail d'abduction au niveau ce qu'on appelle des abducteurs, donc des moyens fessiers, de tous les muscles pareil synergistes qui vont travailler en collaboration avec les moyens fessiers, donc c'est les fessiers sur le côté qui vont être rotateurs externes de la jambe dans la hanche, c'est-à-dire qu'ils vont orienter, pivoter votre jambe vers l'extérieur et qui vont lui permettre aussi de se déporter vers l'extérieur, de faire ce qu'on appelle une abduction. Ils sont aussi stabilisateurs, c'est-à-dire que quand vous êtes sur une jambe, ça vient stabiliser pour que votre bassin reste droit. C'est pour ça que quand vous mettez sur une jambe, vous avez l'impression que ça chauffe ici au niveau des moyens fessiers, c'est parce que votre bassin se stabilise et que les moyens fessiers opposés, c'est-à-dire de la jambe qui reste accrochée au sol entre guillemets, travaillent énormément. Pourquoi ça c'est intéressant? Parce que je vois beaucoup de gens, et moi-même, je suis dans ce cas de figure, je vois beaucoup de gens avec ce fameux syndrome du genou qui rentre vers l'intérieur, qui crée des inflammations, le syndrome de la glace, etc., etc. pour les coureurs, où on a le genou qui est un peu décentré parce qu'on a les muscles au niveau de la hanche, pas que pour ces raisons-là, mais quand même en partie, les muscles au niveau de la hanche qui sont moins forts, et donc de faire du travail de renforcement au niveau des abducteurs est extrêmement intéressant pour ces raisons-là, et puis aussi pour toutes les problèmes de déséquilibre qu'on pourrait avoir à force de rester assis, c'est-à-dire des fessiers qui deviennent totalement amnésiques, qui deviennent totalement inactifs. Venir remettre de la tension avec de l'abduction, avec même des hip thrusts, des choses comme ça peut être extrêmement intéressant. Alors là je parle de l'abduction, mais on pourrait aussi voir le travail fessier dans une version plus classique avec des hip thrusts pour venir cibler le grand fessier, d'accord, le muscle principal, le muscle le plus puissant du corps, je tiens à vous le rappeler, le muscle fessier, mais là on parle spécifiquement de l'abduction, donc le fait de venir ramener le genou vers l'extérieur, ou de venir stabiliser à partir par exemple d'un gainage latéral où j'aurai la hanche dans le vide et je serai obligé de stabiliser au niveau de ma hanche. C'est pour ça que quand vous faites du gainage latéral, vous pouvez le ressentir ici au niveau des fessiers. Vous pouvez être en gainage latéral avec la jambe du dessus levée justement pour activer aussi la jambe du dessus en abduction. Et ça c'est intéressant pour entre guillemets remettre la machine à l'endroit, faire en sorte que les pathologies au niveau du genou, des décentrages on va dire articulaires se fassent moins fréquemment et moins régulièrement. Moi par exemple hier j'ai été courir 10 km. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas couru entre guillemets autant de distance, je suis pas un coureur mais voilà, je le sens dans le genou et notamment du côté droit parce que je sais que mes moyens fessiers sont pas forcément très forts et notamment de ce côté-là, donc je sais que je vais me refaire des séries à la midi-bande debout, on peut le faire donc comme je disais allongé en gainage latéral ou à la machine, vous savez les machines là où les meufs sont comme ça là, pour faire les abductions, je critique mais en vrai je l'ai fait aussi il n'y a pas si longtemps que ça, c'est un super exercice d'ailleurs pour faire l'abduction au niveau des fessiers.
Mais tout ça, c'est extrêmement intéressant pour éviter de se blesser et pour limiter, encore une fois, les douleurs au niveau des genoux que je vois très régulièrement chez les personnes déjà qui sont grandes, qui n'ont pas l'habitude de courir régulièrement et qui se disent bon, bah, je vais me remettre à courir et puis je ne vais pas avoir de pathologie. Et boum, ça revient. Alors, pas que pour ces profils-là, pour beaucoup de gens aussi, mais c'est extrêmement intéressant et c'est pour ça que je vous le conseille. Il y aurait plein d'autres exercices que je pourrais vous conseiller, notamment des exercices au niveau du mollet, mais je le ferai dans une prochaine séquence, une prochaine vidéo, un prochain épisode de Cohérence dans lequel je vous détaillerai un plan d'entraînement et une séance d'entraînement et ma vision de ce que je pourrais vous proposer en termes de séance d'entraînement sur le bas du corps, avec le nombre de séries, le nombre de répétitions, le pourquoi du comment, quelle est la raison de mettre cet exercice en premier par rapport au fait de le mettre en deuxième ou troisième position dans sa séance. Essayer d'établir des profils de séances en fonction de certains objectifs, prise de muscle, prise de force, gestion des blessures, etc., pour que ça puisse vous parler de manière un peu plus concrète. Mais au moins là, vous avez 5 exercices que je vous préconise et qui pourront constituer dans 90% des cas vos entraînements sur le bas du corps, sur lesquels vous n'allez pas vous tromper parce que vous allez explorer et orienter un entraînement sur tous les patterns de mouvement. Vous avez de l'unilatéral avec les fentes, vous avez un pattern de mouvement de hanche un peu hybride avec le soulevé de terre à la trappe barre, vous avez un focus quadriceps mobilité de hanche, focus squat avec le goblet squat, vous avez un focus sur la chaîne postérieure avec les ischio-jambiers, vous avez un focus sur les fessiers avec l'abduction ou les hip thrusts si vous voulez faire un peu plus de focus au niveau du grand fessier. On pourrait rajouter le travail de mollet pour la prévention des blessures potentiellement au niveau des chevilles, pour se renforcer au niveau des mollets, bien évidemment, mais je voulais faire concis, simple et vous proposer une séquence d'exercices qui vous servira à la fois à vous muscler, à la fois à vous prévenir des blessures et à la fois à travailler votre mobilité et vous faire kiffer aussi. N'oubliez pas que l'entraînement c'est du kiff. Choisissez, variez et faites en fonction de ce que vous aimez, en fonction de vos objectifs, en fonction de votre contexte, et tout ira pour le mieux. Faites attention aux petits marqueurs, aux petites inflammations que vous pourriez sentir, aux petits ressentis, ils sont très importants et ça veut dire que vous avez des choses potentiellement à faire quand vous sentez quelques petites douleurs, quelques petites inflammations, c'est qu'il y a peut-être un travail supplémentaire à faire. Et si j'ai pas le temps de faire ce travail-là, peut-être qu'il va falloir que je change un peu ma manière de m'entraîner pour que je puisse m'entraîner le plus longtemps possible, progresser, etc., etc. Vous connaissez ma philosophie. On n'oublie pas les j'aime, les partages, les commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous remercie pour votre écoute active et vos échanges, vos questions que vous me posez toujours au quotidien. Ça me fait extrêmement plaisir d'y répondre. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.